Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le DaFresh Morning. DaFresh Morning. Mosley, avec toi, on va donc parler, on va recevoir notre Évidemment, invité. nous recevons M. Fridolin Vermessa, qui est le pour la président deuxième fois. Voilà, la seconde fois. L'année dernière, il nous avait déjà, il avait déjà accepté une de nos invitations. Et cette année encore, parce que nous sommes au plus fort de la crise qui, depuis pratiquement 10 ans, secoue le monde de l'éducation. Et on constate que chaque second trimestre de chaque année, depuis au moins 3 ans, il y a un mouvement de grève qui est lancé. Et là, nous, on a voulu, comme ça, connaître les tenants et les aboutissants. Je rappelle qu'on a également invité Simon Dongezo. Il nous faisait savoir qu'il avait eu un empêchement qui ne le permettait pas d'être là à l'heure indiquée. Donc, à cela ne tienne, donc, on discute ce matin avec Fridolin Vermessa, qui est le président du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, qui est secrétaire général. Excusez-moi, donc secrétaire général on est déjà habitué avec le terme président. Donc à chaque fois qu'on reçoit un secrétaire général, ici on l'appelle monsieur le président. Je me rappelle avec le secrétaire général du Conseil national de la démocratie qui est passé ici. C'est par habitude, mais bon, il faut rectifier, il faut restituer les choses. C'est ça aussi le problème. Donc, parce que si vous étiez président, qu'on aurait dit monsieur le secrétaire général, vous allez dire attention, je suis président. Monsieur le président. Tout à fait. Donc, secrétaire général du Sénat, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi cette année, le Sénat a décidé de rentrer en grève alors que les années antérieures, notamment l'année dernière, il n'avait pas trouvé utile, du moins, le syndicat n'avait pas trouvé utile de faire la grève. Bien, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais simplement rectifier que l'année passée, nous avons bien fait grève. Nous avons fait une grève de 2 semaines. Sous l'époque de Madame Ida Eteno. Le Sénat n'a pas arrêté sa grève parce qu'à cette époque-là, nous avions engagé des discussions avec Madame le ministre et ce qui nous a conduit effectivement à avoir des résultats attendus. Bon, cette année, nous avons rebeloté pour 2 semaines. Vous dites ça comme si c'est une coutume, quoi. Genre, on a rebeloté, on a bien fait grève l'année dernière. Alors, non, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait grève. Non, apparemment, quand vous dites ça, on a l'impression que c'est de franchement, gaieté de cœur. vous remarquez qu'au Sénat, on ne fait pas grève indéfiniment. On fixe, on balise notre grève, on donne le temps de la grève et on met tout pour engager les discussions. Parce que, comme vous le savez, la grève n'est pas une profession. La grève, c'est un mal nécessaire à un moment donné où les choses sont bloquées. Ça dure déjà plus de 10 ans. Oui. Plus de 10 ans. Oui, je me rappelle que les mouvements de grève démarrent dans l'éducation en 1989. Et on avait réclamé, entre autres, la construction des salles de classe avec les fameuses écoles Ngwangu que vous avez vues. Nous avions réclamé l'ouverture des filières de formation à l'ENS, ce qui a été fait. Nous avions obtenu l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, c'est-à-dire les différentes primes, l'octroi des livres, le changement d'approche pédagogique. Donc tout ça, nous avons essayé de faire en sorte que notre école puisse décoller et s'arrimer à la norme internationale. Bon, malheureusement, nous n'avons pas nous n'avons pas le coup de pouce attendu de la tutelle. C'est-à-dire ou pour mieux dire du gouvernement. C'est-à-dire Parce que lorsque nous posons des problèmes, nous attendons une résolution des problèmes posés, une résolution définitive. Bon, nous prenons un exemple simple, le problème des salles de classe. Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que sur toute l'étendue du territoire national, le problème des salles de classe se pose avec acuité au regard de la population scolaire qui évolue sans cesse. Donc, la construction ne suit pas. Ce qui fait que les classes ont aujourd'hui des grandes tailles. Donc, nous avons des effectifs de 250 élèves par classe. Nous avons des classes de 150 élèves, dont nous avons des classes de 90 élèves, ce qui n'est pas normal. C'est surtout une réalité qui est plausible à Libreville et peut-être à Port-Gentil. Parce que dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les surtout à Libreville et à Port-Gentil. Oui, pour avoir fait l'intérieur du pays, on comprend, quand on essaie de voir, les effectifs sont quand même assez raisonnables. Vous allez au IEM, vous allez trouver le même problème. Vous allez à Kulamoto, vous allez trouver le même problème. Pas avec la même acuité. Si. Il enseignait à Kulamoto. Oui, je sais qu'il enseigne à Kulamoto. Je sais qu'à Kulamoto, n'eût été la création d'un établissement privé, notamment que vous connaissez, je ne peux pas citer, pour éviter de faire la publicité, donc qui est venu supplier le manque de structures d'accueil.
Donc, vous savez, la norme internationale est de l'effectif normal d'une salle de classe, c'est 18 élèves. Au trop, 35 élèves. Mais au Gabon, la norme a été admise à 40 élèves. Aujourd'hui, on a dépassé les 40 élèves, on est à 100 élèves par classe, ce qui est absolument ahurissant. Mais vous savez également qu'à Libreville, il y a des établissements où il y a des bâtiments antiques qui ne sont pas occupés. Mais parce qu'il y a absence de table-banc à l'intérieur, justement. Parfois, il y en a, mais c'est simplement parce que peut-être les chefs d'établissement n'ont pas trouvé utile de les ouvrir. Non. Parce qu'un chef d'établissement qui a des salles de classe disponibles ne peut pas ne pas les ouvrir parce qu'au regard des effectifs, quand vous faites les établissements, allez au Lumi, allez au lycée de Siban, allez dans les écoles primaires, vous allez voir que les enfants sont assis à même le sol. Ils sont assis à même le sol. Donc, il se pose un problème de structure d'accueil, il se pose un problème d'établement, il se pose un problème de matériel didactique. Et parce qu'aujourd'hui, pourquoi le Sénat a demandé la suppression de l'approche par les compétences de base? Parce que l'accompagnement ne suit pas. À quoi renvoyer d'abord ce système? Oui, voilà, moi, ça c'est le genre de question qui m'intéresse parce que ça Alors, participe au développement intellectuel. Les tables bancs, c'est vrai, les effectifs. Ah non, on ne peut pas travailler si on est serré. L'efficacité de l'éducation nationale laisse à désirer avec la baisse des niveaux moyens. Donc, la baisse de niveau est consécutive à plusieurs paramètres. Nous avons d'abord le paramètre de formation des enseignants. Il faudrait que les enseignants soient bien formés, que nous ayons des enseignants en quantité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans certains établissements où on n'a pas de professeur de mathématiques, on n'a pas de professeur d'anglais, on n'a pas de professeur ceci, on n'a pas de... Donc, il manque de professeurs. Donc, pour assurer l'efficacité d'un système, il faut avoir le personnel qu'il faut. C'est-à-dire les enseignants dans les salles de classe en quantité, en qualité. Si on prend par exemple le cas des enseignants de mathématiques, l'État avait engagé de faire recruter des coopérants. Et cette solution avait été plus ou moins remise en cause par les membres de la connaissance, je crois un tout petit peu aussi par le syndicat de l'éducation nationale. Mais c'est une solution aléatoire. Mais qui peut pallier un tant soit peu le problème? Non, on n'est plus à l'époque où on doit résoudre des problèmes de manière ponctuelle. On doit résoudre un problème de manière pérenne. Donc, recruter un coopérant qui a un contrat, par exemple, de 3 ans, parce que lorsque vous recrutez les Égyptiens, par exemple, c'était les Égyptiens qui sont arrivés, mais ils avaient un contrat d'une durée déterminée. Après ce contrat-là, et lorsqu'ils sont arrivés... Dans tous les pays du monde, ça fonctionne. Dans la durée du contrat, Non, il faut d'abord compter sur soi. Bon, parce que les effectifs, nous devons avoir un pourcentage. Non, on n'en a pas. On fait comment? On forme. Parce qu'on veut compter sur soi. Mais le temps qu'on forme, les enfants attendent. Monsieur, j'ai fait la 5e, je n'avais pas de prof de géographie et d'histoire. Ce qui n'est pas bien déjà. Ce qui n'est pas bien déjà. Parce que nous, on propose des solutions réalistes. Nous avons des jeunes qui sortent des universités. Nous avons des gens qui ont de la maîtrise en mathématiques, maîtrise en philosophie, maîtrise en français, maîtrise en anglais. Nous avons demandé à ce que l'État, comme le défunt Omar Bongo l'a fait en 82, comprenne une cohorte des sortants de l'université ou de Massoukou, qu'on fasse d'eux des enseignants, entre guillemets, forcés. Mais s'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Monsieur Fridola, est-ce que vous et surtout que la sortie des universités ne garantit en rien la compétence. C'est une présomption. Voilà, mais justement, que la majorité des élèves formés dont vous parlez, des étudiants formés dont vous parlez, qui doivent être des enseignants, la plupart du temps, ils veulent tous enseigner à Libreville. Or, le problème de l'enseignement, ce n'est pas uniquement Libreville. Ils refusent d'aller en province. Certains abandonnent même quand on les envoie en province. Tout à fait. Donc, on ne règle pas le souci. Et même certains qui sont à Libreville ne font pas convenablement leur travail. Ils préfèrent aller faire les vacations. Ils préfèrent aller faire les vacations. Alors, j'étais en train de développer en disant ceci. Lorsque on prend un jeune qui sort de l'université ou de l'USTM pour faire de lui un enseignant, il a déjà le savoir savant. Bon, même si... vous savez que l'éducation, on s'éduque tout au long de la vie. Donc, nul ne peut se prévaloir d'avoir acquis toutes les compétences possibles. On apprend tout au long de la vie. Bon, lorsque ces jeunes-là sont recrutés, ils ont besoin d'une motivation. Ils ont besoin parce que ceux qui vont aller travailler à la douane, c'est parce qu'ils suivent quoi? Ils suivent de l'argent. Donc, on a demandé à ce que pour le cas spécifique des professeurs de physique, de mathématiques, de SVT, qu'on leur propose une bonification d'indice. Parce que lorsque un jeune ingénieur sort de Massoukou, il voit d'abord RTL Gabon, il voit Shell Gabon, il voit Petro, il voit ceci, parce qu'on va lui proposer un salaire de base. Par exemple, il va commencer peut-être à 500 000, mais qu'on lui propose le même traitement au niveau de l'éducation nationale afin d'attirer plus d'enseignants.
on essaie de faire des propositions. Mais ça va créer une injustice parce que les enseignants de sciences sont valorisés et que ceux qui sont en littérature n'ont pas les dessins, le prof des dessins. Voilà, le prof d'art plastique. Le prof de sport. Non, nous avions déjà eu ce cas-là ici. Personne ne s'est plaint. Parce que en 82, je vous rappelle que ça a été expérimenté en 82, où le président Omar Bongo avait décidé que les sortants de l'UOB puissent, dans toutes les filières, puissent devenir des enseignants. Et ils ont eu une formation de 2 ans à l'ENAS. C'était aussi un contexte particulier. Mais justement, à l'époque du parti unique, donc on peut dire un peu de dictature. Non, mais aujourd'hui, le Gabonais parle beaucoup plus de démocratie. Aujourd'hui, c'était difficile de dire non à une note du président. Non, aujourd'hui, si vous voyez les demandes que nous avons au niveau du ministère, les jeunes qui veulent venir dans l'enseignement, bon, ils se découragent parce que, comme le journaliste l'a dit tout à l'heure, bon, comment dire, le cadre de vie à l'intérieur n'incite pas les jeunes à y demeurer. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un jeune est affecté à Mouligny-Binza ou à Mivoul, bon, lorsqu'il se rend ou à Matata, ou lorsqu'il se rend à Mivoul, il voit que le cadre ne lui permet pas d'évoluer. Il ne peut pas vivre dans ce cadre-là parce qu'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de logement. Bon, il a tendance à vouloir sortir de cette zone désenclavée pour venir dans les capitales provinciales où la vie, entre guillemets, semble un peu meilleure. Bon, je pense que ça aussi, c'est le développement qui doit accompagner l'enseignant dans son lieu de travail parce que l'enseignant est le seul fonctionnaire qui travaille dans des zones enclavées. Donc, le seul fonctionnaire qu'on trouve dans les zones les plus reculées du pays. Donc, je pense qu'avec le gendarme, je pense qu'il doit être motivé et considéré en conséquence. Bon, je rappelle que l'école c'est pas à Libreville simplement. C'est pas dans les capitales provinciales. L'élève, le petit Gabonais, se trouve partout sur tout le territoire national. Donc, l'État doit aller avec le développement. Le développement doit trouver l'élève sur son lieu. Quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui le caractère des revendications de cette année, ça repose beaucoup plus sur des questions d'argent. Il n'y a pas la politique dans vos syndicats. Moi, je pose des questions ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, le syndicalisme se résume? Parce que même quand on fait le croisement avec les revendications de la CONACICED, c'est toujours les vacations, la PIP, la PIB. Regardez, il n'y a pas la politique dans vos revendications. Non, entre nous. En fait, si les gens sont politisés, moi, je ne peux pas l'être. Parce que la preuve est que moi, je suis de l'opposition. Je suis de l'Union nationale. Je suis militant de l'Union nationale. Donc, moi, je ne suis pas là à vouloir bloquer la machine parce que c'est que le parti, c'est un moment. Mais moi, je suis enseignant. Il faudrait que mon cadre de travail puisse être un cadre de travail, puisse être un cadre de travail décent qui me permet d'évoluer et de travailler, de former les Gabonais. Bon, dire que les revendications sont les mêmes, c'est vrai. Bon, le Sénat ne met pas d'accent sur l'argent. Même si l'argent, on dit l'argent, c'est le nez de la guerre. On fait tout parce que tout se résume autour de l'argent. Bien, il faut dire que l'enseignant qui accepte de devenir enseignant ne vient pas dans l'enseignement pour le sacerdoce, entre guillemets, comme les gens disent sacerdoce. Ça ne veut pas dire être pauvre. Ça ne veut pas dire vivre dans une maison en bicor ou bien vivre dans l'eau. Donc, sacerdoce veut dire j'ai aimé, je fais face aux difficultés, je travaille, j'y reste. C'est ça le sacerdoce. Donc, quelles que soient les difficultés, je suis enseignant, je demeure enseignant et je veux vivre de l'enseignement. Donc, c'est ça le sacerdoce. Mais le sacerdoce ne veut pas dire ne pas demander les conditions de vie et de travail. Donc, comme vous remarquez, les revendications ont toujours connotation, ont toujours une relation avec l'argent. C'est vrai, c'est le contexte qui le veut. Mais d'un autre côté, nous demandons également l'amélioration du cadre de travail. Vous voyez, dans le cahier de charge du Sénat, nous avons demandé quoi? Nous avons demandé à ce que les syndicats, comme de par le passé, puissent continuer à siéger dans des différents conseils d'administration d'établissement, puissent continuer à faire dans des commissions. Est-ce que ces conseils d'administration existent d'abord? Ils existent, mais... Est-ce que vous avez des représentations dans chaque établissement? Si, effectivement, parce que nous avons des membres dans tous les... Amin Kolongo, qui sont vos représentants? Au lycée de Mikolongo. Oui, au lycée de Mikolongo, nouveau lycée de Mikolongo. Je ne sais pas vous, c'était bon, je ne connais pas tout le monde par tête. Je sais que nous avons un fichier informatique qui nous permet... nous avons un fichier informatique qui nous permet d'identifier verbalement qui est membre du Sénat, qui n'est pas membre du Sénat. Parce que nous n'identifions pas nos membres à la bouche. Lorsqu'un membre du Sénat a une carte, il cotise et c'est à partir de là qu'on
qu'on sait que celui-là est notre membre ou il n'est pas membre. Parce que lorsqu'on consulte notre fichier informatique des différentes banques dans lesquelles nous sommes clients, on sait que tel Mousselin cotise, il a BICIC, il cotise et il a enregistré dans notre logiciel informatique. Donc, nos militants sont connus, ils sont identifiés et nous ne faisons pas d'amalgame. D'accord. Alors, Monsieur Fridola, moi je voulais vous poser une question. Depuis 1989 que les grèves ont commencé dans l'éducation nationale, on sait qu'à chaque fois qu'un enseignant parle, il dit que le niveau des élèves gabonais se dégrade de plus en plus. Les élèves, est-ce que vous ne pensez pas que les enseignants ont une grosse part de responsabilité là-dedans? Parce que à chaque fois que vous faites une grève, certes après, on se lance dans une grosse période de rattrapage des enfants, mais ce n'est pas anodin si on dit qu'il faut 9 mois d'enseignement à un élève. On ne va pas ensuite remettre ces 9 mois-là en 6 mois parce que 3 mois avant, on est en train de faire la grève. Est-ce que les enseignants se rendent compte que plus le temps passe, en fait, plus on fait des grèves et moins les élèves sont enseignés, en fait, et moins on a des compétences au Gabon. Ce qui va aussi nous permettre de mieux clarifier la question de l'APC que vous avez... vous savez, parce que je n'arrive plus à donner les cadeaux à mes enfants à Noël puisque la fin du trimestre c'est en janvier, alors qu'on doit donner les cadeaux après les moyens. Et pour continuer un peu sur la lancée, ce que Gina disait, c'est aussi une incidence sur les élèves au niveau international, parce que lorsqu'ils veulent des bourses, par exemple, pour aller apprendre en France, en Afrique du Sud et tout, on a tendance à refuser justement le dossier parce que pour eux, ils savent bien que l'année au Gabon n'a pas été complète. Bon, alors, je ne peux pas être... comment dire bon, je ne peux pas fuir mes responsabilités. Je suis syndicaliste, je suis enseignant. Je dois reconnaître ce qu'on fait en mal. Bon, aujourd'hui, comme j'ai tendance à le dire, on n'a plus des enseignants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parce que la vocation est sortie par la petite porte. Parce qu'à l'époque, les gens venaient dans l'enseignement parce qu'ils souhaitaient devenir enseignants, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent. Bon, aujourd'hui, on a tendance à observer que ceux qui arrivent dans l'enseignement, ce sont ceux-là qui ont tenté ailleurs, mais qui n'ont pas pu avoir un emploi. C'est vrai. Donc, le dernier recours, c'est faire un concours d'entrée à l'ENES, faire un concours d'entrée à l'ENI, parce qu'on a passé 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'université, on n'a pas décollé. Donc, le dernier recours, c'est l'enseignement, parce que là-bas, il y a la demande. Bien, donc on enregistre l'arrivée de ces personnes-là et de ces femmes-là. Bon, vous savez aussi que quand on dit que l'appétit en vient mangeant, ou bien on peut devenir on devient forgeron en forgeant. Donc on peut devenir bon enseignant, même si au départ on n'avait pas la vocation, quand on trouve un cadre assaini. Bon, le niveau baisse parce que tout le monde est responsable. Les enseignants en premier, les parents d'élèves et l'État. Parce que si l'État l'État doit exiger les résultats lorsqu'il met l'enseignant dans des conditions idoines de travail. Parce que si l'État me met dans une classe de 40 élèves, il me met toute la documentation possible, tout le matériel possible, mais il m'exige les résultats, je dois travailler pour mériter effectivement la confiance. Mais lorsque je me retrouve dans une classe de 150 élèves, je n'ai pas été formé pour enseigner dans une classe de 150 élèves. Dans aucun pays du monde, vous ne pouvez produire les résultats escomptés avec un effectif pléthorique de 150. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des exigences. Alors, au secondaire, il faut 3 évaluations par trimestre, au minimum. Alors, lorsque vous avez une classe de 250 élèves par classe, et que vous avez 4 classes, fois 3 évaluations pour 3 classes, vous voyez, vous avez plus de 1000 copies à corriger par trimestre, ce qui est impossible. Et à côté de ça, vous avez des corrections à faire, des préparations à faire. Vous voyez que le rythme de travail d'un enseignant... Mais quand on se retrouve avec 250 élèves au lycée de Siban, l'inspection générale des services fait quoi? Ils ne font rien. Ça, vraiment, il y a des hommes qui animent l'inspection générale aujourd'hui ne font absolument rien. Ça, je peux le certifier parce que non seulement il n'y a pas d'inspecteur pour évaluer les élèves, il n'y a pas de conseil pédagogique. Donc, un enseignant a besoin d'être évalué, un enseignant a besoin d'être suivi tout au long de sa carrière. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'au Gabon, nous avons un déficit non seulement d'enseignants, mais également d'encadreurs pédagogiques. Donc aujourd'hui, on peut comprendre donc l'État, le ministère de l'Éducation nationale ne sait pas exactement ce qu'il veut. Parce que tout ce qu'on propose, ils ne font absolument rien. Ils gèrent le quotidien. Le jour. En fait, ils gèrent les crises. C'est un pilotage à vie. Ça, je le certifie et je maintiens là-dessus que le ministère de l'Éducation n'a aucune planification. Comment on se retrouve avec
une telle situation alors que le gouvernement met suffisamment de moyens pour essayer d'avoir une carte scolaire lisible. J'ai envie de pleurer. Ça me fait très mal parce que depuis 90, nous avons fait des propositions sur la carte scolaire. Mais c'est quoi la carte scolaire? D'accord, c'est pas un bâtiment, c'est pas une carte qu'on dessine. Ce sont les informations qu'on récolte des différents établissements des différentes régions académiques. Donc, qui sont remontés au niveau de Libreville, au niveau des structures d'accueil, au niveau des tables-bancs, au niveau du matériel, on planifie les constructions, on planifie les formations, au ministère, il n'y a rien depuis plus de 20 ans. Ça fait mal, mais il n'y a rien. Les gens sont là. Pourquoi vous ne commencez pas par là en demandant qu'il y ait remplacement de ces personnes-là bloquent la machine, on a demandé de... Vous savez... Vous demandez souvent la démission du ministre. Non, c'est pas ça la solution. On a jamais demandé le ministre, c'est il en haut, mais après il y a toute une administration. On n'a jamais demandé non, le ministre, c'est lui qui impulse la politique en plus. Donc si on demande donc les ministres qui arrivent depuis là sont des personnes qui viennent juste de faire valoir en fait. Vous savez, je prends en moi ce que je dis. Les ministres qui arrivent n'ont pas d'ambition de réussir. Parce qu'ils sont complices des malversations financières qui ont lieu au ministère. Parce que lorsqu'un ministre arrive, il va d'abord se faire de l'argent. Et avec la complicité des différents directeurs qui gèrent de l'argent. Donc, comment pensez-vous que depuis 2009, les tables-bancs ne sont pas fournis dans l'établissement? Comment pensez-vous que l'approche par les compétences de base, qui exige à ce que l'élève puisse avoir des cahiers de situations cibles, ne sont pas mis à disposition des enfants depuis 2 ans? Alors que les enfants n'ont pas de bulletins de notes depuis 2 ans. Comment on fait pour les évaluer? Donc, comment on fait pour les enseignants sont obligés de tracer des bulletins à la main, de faire des situations problèmes au tableau. Ça, c'est qui retarde effectivement leur pratique pédagogique. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'obsolescence de l'APC. Bon, mais évidemment, parce que l'APC a une exigence, parce que l'APC fait la part belle à l'évaluation. Donc l'enseignant doit avoir un effectif pléthorique, l'élève doit avoir un cahier de situation par matière, parce qu'en éveil, on doit avoir son cahier, en mathématiques, on doit avoir son cahier, en français, on doit avoir ainsi de suite. Donc, ces cahiers-là n'existent pas depuis 2 ans. Oui. Les bulletins de notes n'existent pas depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On change. Parce que si vous ne pouvez pas financer, vous ne pouvez pas maintenir quelque chose que vous ne pouvez pas financer. Donc il faut être réaliste, autant réfléchir sur une approche, une méthode qui ne demande pas beaucoup d'exigences, mais qui est efficace et contextualisée. Est-ce que vous avez fait une proposition allant dans ce sens? Monsieur Fridola, moi je vais rester dans la preuve est que nous avons demandé la suppression de l'APC pour la remplacer par une autre méthode que nous, responsables pédagogiques, allons... vous allez, c'est même pas encore en place. Non, vous savez, les méthodes existent. D'accord. L'approche, ce n'est pas une méthode. On peut repartir à l'approche mixte, à l'approche à la PPO, la pédagogie par objectif. Toutes les méthodes existent. Mais en attendant d'adopter une méthode, on combine les méthodes. Quand on enseigne, l'enseignant combine les méthodes. Toutes les méthodes possibles sont combinées par l'enseignant. Donc, il n'y a pas qu'une méthode que l'enseignant utilise dans sa classe. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont mises à la disposition de l'enseignant qui les utilise en fonction du contexte, en fonction de l'activité menée et en fonction de l'environnement. Finalement, qu'est-ce qui vous a motivé pour suspendre momentanément la grève de cette année? Alors, qu'est-ce que nous Vous avez suspendu la grève? Oui, nous avons suspendu la grève. Vous avez repris les cours? Oui, ce matin, les membres du Sénat. Ça, c'est une bonne idée. Bon, alors, non. Ça, c'est les membres du Sénat. Ça, c'est le Sénat, pas la CONACICEN. Voilà. Donc, les anciens membres du Sénat sont repartis en classe. Donc, c'est à leur demande. Parce que nous avons tenu une assemblée générale et ils nous ont conseillé de suspendre momentanément le mouvement dans la mesure où, nous avons obtenu de manière... Parce que nous avions des problèmes urgents à régler. Nous avions des problèmes à moyen terme et des problèmes à long terme. Long terme, c'est les constructions scolaires. Le moyen terme, c'est le recrutement, le reclassement, la préparation des examens 2016. Bien, le court terme, c'était la fourniture de table-banc, c'était les commissions administratives, c'était la journée de l'enseignant, c'était le paiement des vacations et la PEP qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Bien, lorsque nous avons été au ministère, nous avons entendu la communication du gouvernement. Bon, on n'a pas voulu se contenter de cette information officielle communiquée dans les médias. Nous sommes allés rencontrer notre ministre parce que c'est notre partenaire avec qui nous avons travaillé. Bon, nous avons suivi un communiqué. Qu'est-ce qu'il en retourne, effectivement? Bon, il a réaffirmé la position parce que c'est le résultat d'un conseil interministériel que le Premier ministre a eu avec
les 6 ministres concernés par le problème de la PIP et des vacations. Donc, il a confirmé que la décision avait été prise de payer finalement, parce que la PIP ne devait plus être payée, mais dans la mesure où ils avaient déjà, le ministère du Budget avait déjà payé les finances et l'économie, donc pour une certaine équité, il était question que tous les ministères bénéficient également de cette PIP-là. Bon, donc on a décidé de payer à partir de quand? À partir de février. Bon, les autres problèmes urgents, nous avons décidé de suspendre la PC, nous avons décidé de commencer les négociations sur les autres points aujourd'hui, parce qu'après ici, je vais au ministère pour que la commission qui est présidée par le directeur de cabinet du ministre puisse commencer le travail. Bon, nous avions également décidé, que la journée de l'enseignant soit maintenue pour le 23 et qu'un texte soit pris. 23 mars. Qu'un texte également soit pris. Voilà. Donc, et qu'un texte également soit pris pour que les commissions paritaires qui existaient à l'époque puissent être réactivées, notamment les conseils d'administration, les commissions d'affectation, les commissions de mutation, les mises en charge pour que les syndicats comme avant puissent faire partie de ces commissions-là. Parce que les décisions qui se prennent sans nous sont contre nous. Donc il a fallu, donc, dès que ce minimum a été fait accepter par le ministre, donc les enseignants nous ont dit, puisque le problème d'argent ne peut pas trouver des solutions tout de suite, donc autant faire confiance, comme d'habitude, au gouvernement pour voir si et seulement si ils vont tenir leur promesse à la date indiquée. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un problème dans les informations qui ressortent du ministère et la communication du porte-parole du gouvernement du vendredi dernier? Parce que le ministre, lui, il prévoit au plus tard la fin février. Or, quand on écoute le porte-parole du gouvernement, on a l'impression que cela est échelonné jusqu'en fin juillet. Oui. Qui des deux? Non. Qu'est-ce qui est échelonné? Bon, le paiement de la PIP est échelonné. Donc, il y a les ministères, chaque ministère passe un mois. Bon, le ministère de l'Éducation nationale est censé passer au mois de février. Les autres ministères, le TP, jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet. Donc, c'est une programmation qui a été faite. Bon, nous sommes les premiers servis au mois de février. On fait confiance. D'accord. Bon, vous savez que le syndicat, c'est la politique des petits pas. La politique, on croit, même si on sait que votre partenaire a l'habitude de vous mentir, mais vous faites confiance pour dire, bon, vous êtes condamné à être ensemble tout au long de la carrière. Tant que vous êtes enseignant, vous aurez des problèmes et vous aurez en face de vous un ministre avec qui vous allez discuter. Donc, vous ne pouvez pas, à moins qu'on dise, et moi je suis partisan de ça, à moins qu'on dise qu'aujourd'hui, on arrête les cours jusqu'à ce que toutes les revendications soient satisfaites. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Très bien. Alors, nous, moi j'ai une question, Monsieur Fridolin. Vous avez dit tout à l'heure que vous faites souvent des assemblées et que dans les assemblées, comme dernièrement, vos syndicalistes ont demandé la reprise des cours. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de vos enseignants qui sont membres du Sénat et de l'autre, la CONACYCEN, qui utilisent les élèves comme des instruments de pression de la grève. Je m'explique. Oui. Lorsqu'il y a eu la grève des enseignants et qu'ensuite les élèves ont décidé de faire grève pour leur bourse et voilà, il y a des enseignants, membres des syndicats qui ont demandé aux élèves de descendre dans les rues. Or, ça, on appelle ça un trouble à l'ordre public. Et avec tous les dangers que cela représente, est-ce que c'est vraiment responsable de la part d'un enseignant? Alors, il est responsable. Oui. Non, vous pensez mais en tant que secrétaire la formation syndicale du Sénat, aussi, en fait, en opinion, quoi. Non, vous savez qu'un membre du Sénat ne peut pas le faire. Je vous le dis parce que nous avions des formations régulièrement. Le Sénat est un syndicat qui ne fait pas dans l'amalgame. Lorsqu'un enseignant réclame quelque chose, ça reste dans le strict cadre de l'enseignement de l'enseignant. Nous ne pouvons pas manipuler, même si certaines personnes manipulent les élèves, nous, le Sénat, on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, les élèves sont là pour apprendre. Même s'il y a un arrêt de travail, nous demandons l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces élèves-là. Donc, on ne peut pas les manipuler. On n'a pas. Donc, s'il y a d'autres personnes qui le font, mais au Sénat, on ne le fait pas. Parce qu'on sait, on veut rester professionnel et on est professionnel. Voilà, j'ai juste 2 questions fermées. À ces questions, vous devez répondre par oui ou non. Absolument. Bien. Alors, la première, êtes-vous syndicaliste à la solde du pouvoir? Non, parce que je vous l'ai dit que je suis... Fermé, ce sont des questions... Non, j'ai dit non. Parce que, non, il faut argumenter. Moi, je suis membre de l'Union nationale, qui est censé être un parti de l'opposition. Donc, par conséquent, je ne peux pas avoir des rapports d'amitié avec le gouvernement. Donc, sincèrement, ceux qui le disent, il leur manque d'arguments. Parce que vous savez que lorsqu'on accuse quelqu'un, tout le monde m'accuse d'être proche, d'être avec le gouvernement. Non, c'est un faux problème parce que moi, je sais respecter les autres qui sont en face. On respecte le partenaire.
on discute avec lui, on sourit avec lui. Parce que le fait de me voir sourire avec le ministre, le fait que le ministre m'appelle, le fait que d'être... les gens disent que oui, parce qu'il sourit, il est ami avec lui. Mais le syndicat ne veut pas dire insulter le partenaire ou insulter l'État. Non, on est poli, on est ferme, mais dans la modestie. Donc on reste comme ça. Donc, mais ceux qui m'accusent d'être proche, il leur manque d'argument. Très bien. Deuxième question. Est-ce le rêve d'un crépuscule syndical à la Christiane Bitouga ou Samuel Ngwangu qui vous motive aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que je suis au syndicat, je suis syndicat depuis 1989. Je suis rentré au syndicat le même jour que Christiane Bitouga. Le même jour que Ngwangu, j'étais stagiaire. J'étais enseignant à l'école pilote du centre là. Jeune enseignant, j'avais 23 ans. Donc, et je suis dans le syndicat jusqu'à maintenant. Donc, maintenant, j'ai une carrière. Aujourd'hui, je suis inspecteur pédagogique. Si on me nomme, par exemple, directeur ou directeur, je suis libre de partir ou de ne pas partir. Et je vous dis, jusqu'à maintenant, j'ai toujours refusé des nominations qui ne manquent pas. Donc, parce que je me sens encore bien dans le syndicat, mais le jour où je me sentirai, je dois partir du syndicat, il faut le dire, et peut-être au prochain congrès, dans 3 ans. Donc, je serai remplacé. Bon, et là, je vais effectivement, me lancer dans une autre vie de fonctionnaire de l'État. Mais aujourd'hui, je refuse des nominations qu'on me propose parce que je suis encore utile au syndicat. J'ai encore beaucoup apporté dans la mission du système éducatif et de conditions des enseignants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. D'avoir été explicite. Je pense qu'on a essayé de faire le tour et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants des questions syndicales. Il faut beaucoup que vous communiquiez pour que les gens comprennent exactement ce qui se passe. Évidemment, je souhaite qu'à chaque fois qu'on a un souci, qu'on vienne nous expliquer. Parce que les gens ne nous suivent pas. Vous savez, c'est compliqué actuellement de faire le syndicalisme. Parce qu'il y a, la politique qui s'est infectée, il y a les ragots, il y a la calomnie, on m'a dit. Voyez? Donc, mais personne ne veut aller à l'information. Personne ne veut... vous savez, lorsqu'on est syndicaliste, lorsqu'on te dit, attends, ce soir, on dit non, tout de suite. Mais on est réaliste que lorsqu'il s'agit d'un problème financier, ça ne peut pas se régler tout de suite. Vous l'avez vu avec le nouveau système de rémunération. Vous l'avez vu avec les rappels en 2013. Donc lorsqu'on dit, le gouvernement a dit en décembre, faisons confiance, les gens ont dit non, il est vendu, il a fait ceci. Bon, moi j'ai assumé. L'année passée, nous avons dit, nous allons travailler dans un nouveau système de rémunération qui doit arriver en juillet. Les gens ont dit non, il est vendu, vous avez vu. Donc, et après, on finit toujours par avoir raison. Mais les gens ne reconnaissent pas qu'on a raison. Ils disent toujours, oui, il a fait parce qu'il a mis avec eux. Non, parce qu'il faut être réaliste, il faut savoir raison garder, ne pas être trop exigeant. Mais on est syndicaliste pour améliorer. On prend un peu, jusqu'à ce qu'on aura accumulé des améliorations. Bon, c'était monsieur Foudelin Vemissa, secrétaire général du Sénat, évidemment, le syndicat de l'éducation nationale que nous recevions ce matin dans le cadre de la chronique Urban Mosley. C'était la chronique Urban Mosley ce matin sur les 104.5 Urban FM. On va retrouver Elvis et DJ Fléau pour parler des activités de la radio Urban FM.